L'impact a été violent. Métal tordu, verre éclaté, et puis seulement le silence. Édouard ne pouvait pas bouger les jambes. Son corps était coincé entre le volant écrasé et le siège détruit. Le goût du sang dans la bouche, la vue brouillée, et cette douleur insupportable dans la poitrine qui semblait ne jamais finir. Il essaya de crier, mais d'aucun son ne sortit. Les lumières rouges et bleues commencèrent à clignoter au loin, les sirènes déchirant la froide nuit de Seattle. Des ambulanciers coururent vers les débris de la voiture de luxe. L'un d'eux cria quelque chose à propos d'un traumatisme crânien. Édouard sentit son corps être tiré avec précaution, chaque mouvement une agonie indescriptible. 3 jours auparavant, tout semblait parfait. Edward Morrison dirigeait une entreprise technologique évaluée à 40 millions de dollars. À 42 ans, il avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Succès dans les affaires, un manoir imposant à Bellevue et 2 enfants qui étaient sa raison de vivre. Jake avait 9 ans et adorait le basketball. Emma, à seulement 6 ans, dessinait des princesses et des licornes dans tous ses cahiers. Après avoir perdu sa première épouse dans un accident de voiture 5 ans auparavant, Édouard avait juré de tout faire pour assurer la stabilité de ses enfants. Il avait rencontré Victoria lors d'une soirée caritative 8 mois plus tôt. Elle était éblouissante, sophistiquée, et semblait sincèrement intéressée à construire une famille. Le mariage fut rapide, discret, uniquement avec les proches. Édouard crut avoir trouvé une seconde chance de bonheur. Mais quelque chose n'a jamais complètement collé. Victoria montrait rarement de l'affection pour les enfants. Elle traitait Jake et Emma avec une cordialité froide et distante. Quand Édouard questionnait, elle souriait et disait qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter. Il voulut y croire. Il le voulait vraiment. Après tout, elle disait les bons mots, posait les questions appropriées, paraissait être l'épouse parfaite aux yeux des autres. Seulement dans les petits détails, dans les moments silencieux, quelque chose semblait faux. La façon dont elle détournait le regard quand les enfants demandaient de l'attention. La hâte à envoyer les enfants dans leur chambre dès qu'elle rentrait à la maison. Les appels téléphoniques chuchotés qu'elle terminait rapidement dès qu'Édouard rentrait dans la pièce. Et il y avait aussi Richard. Son associé depuis 10 ans, l'homme qui avait aidé à construire l'entreprise à partir de rien. Ils avaient commencé ensemble dans un garage, programmant jusqu'à tard dans la nuit, survivant à base de café et de rêves ambitieux. Richard avait toujours été charismatique, extraverti, l'opposé d'Édouard. Tandis qu'Édouard s'occupait de la partie technique et stratégique, Richard séduisait les investisseurs et signait les contrats. Le partenariat fonctionnait parfaitement. Jusqu'à ce qu'il commence à s'effondrer. Au cours des 3 derniers mois, Édouard avait remarqué des incohérences dans les rapports financiers. Des transferts étranges, des comptes qui ne correspondaient pas, des fournisseurs fantômes. Il enquêta discrètement et découvrit quelque chose de dévastateur. Richard détournait de l'argent de l'entreprise. Des millions de dollars disparaissaient peu à peu, camouflés dans des opérations fictives. Dans l'après-midi de ce jour fatidique, Édouard avait fixé une réunion urgente avec Richard. Il avait toutes les preuves imprimées, documents bancaires, enregistrements de transferts, tout méticuleusement organisé. Il conduisait à grande vitesse sur l'autoroute, anxieux à l'idée de confronter l'homme qu'il considérait comme un frère. Ses mains tremblaient sur le volant. Comment Richard avait-il pu faire ça? Comment pouvait-il voler non seulement de l'argent, mais aussi des années de confiance et d'amitié? Édouard répétait mentalement chaque mot qu'il dirait. Il exigerait des explications, donnerait une chance à Richard de tout restituer et de quitter l'entreprise sans scandale. Il ne voulait pas détruire la réputation de son associé, seulement récupérer ce qui lui appartenait et aller de l'avant. Puis cela arriva. La voiture perdit complètement le contrôle. Édouard tenta de freiner, mais les freins ne répondirent pas. Le volant se bloqua. Il lutta de toutes ses forces, essayant d'éviter l'accident, mais le véhicule dérapa violemment et fit 3 tonneaux avant de heurter un arbre. La dernière pensée consciente d'Édouard avant l'impact fut pour Jake et Emma. Qui s'occuperait d'eux s'ils mouraient? Il se réveilla à l'hôpital 2 jours plus tard. La tête lui faisait mal. Tout son corps était douloureux, mais il était vivant. Des tuyaux reliés au bras, des moniteurs qui bipent constamment, l'odeur forte de désinfectant. 2 infirmières discutaient près de la porte. Édouard garda les yeux à moitié fermés, essayant de comprendre où il se trouvait. L'une d'elles mentionna sa femme. Victoria n'était venue lui rendre visite qu'une seule fois, restait 10 minutes, et avait passé la majeure partie du temps au téléphone à demander des détails sur la police d'assurance. L'autre infirmière secoua la tête avec désapprobation. Elle dit n'avoir jamais vu une épouse aussi froide face à un mari gravement blessé. Elle semblait plus préoccupée par la paperasse que par sa récupération. Édouard sentit son estomac se nouer. Cela ne pouvait pas être vrai. Peut-être que les infirmières exagéraient, interprétaient mal la situation. Victoria gérait le stress de manière rationnelle, pratique.
Cela avait toujours été le cas. Mais une graine de doute était plantée. Dans les jours suivants, alors que les médecins surveillaient sa récupération, Édouard commença à remarquer des détails troublants. Victoria visitait rapidement, demandait à propos de son état avec une urgence étrange, et insistait pour savoir quand les médecins donneraient un diagnostic définitif. Elle voulait savoir s'il y aurait des séquelles permanentes, s'il pourrait reprendre le travail, combien de temps serait nécessaire pour récupérer. Jamais elle ne demandait comment il se sentait. Jamais elle ne tenait sa main. Jamais elle ne pleurait. C'est le docteur Hamilton, son médecin de confiance depuis plus de 15 ans, qui suggéra quelque chose d'inhabituel. Il prit Édouard à part pour une conversation privée, loin des oreilles curieuses. Il dit qu'il y avait quelque chose de suspect dans l'accident. Les freins de la voiture avaient été sabotés. L'expertise avait trouvé des preuves claires de falsification du système de freinage. Ce n'était pas un accident ordinaire. Quelqu'un avait essayé de le tuer. Le médecin regarda Édouard droit dans les yeux et fit une proposition risquée. Il pourrait faire semblant d'être dans un état semi-conscient lorsqu'il rentrerait chez lui. Il resterait alité, apparemment affaibli, incapable de parler ou de réagir correctement. Ainsi, Édouard pourrait tout observer autour de lui sans que personne ne sache qu'il était pleinement conscient. Au début, Édouard trouva l'idée absurde. Mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. Si quelqu'un avait vraiment essayé de le tuer, cette personne croirait avoir réussi partiellement. Elle baisserait sa garde. Révélerait ses véritables plans. Édouard accepta. Le docteur Hamilton s'occupa de tous les détails, instruisit l'équipe médicale, prépara un rapport officiel indiquant que le patient présentait des réponses neurologiques lentes et une conscience limitée. Quand Édouard rentra chez lui une semaine plus tard, il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Le manoir semblait différent. Plus froid, plus silencieux. Édouard fut installé dans une chambre au rez-de-chaussée, adaptée à sa prétendue condition. Il restait là, allongé, immobile, écoutant tout. Et c'est alors que sa vie s'effondra complètement. Victoria entra dans la chambre en parlant au téléphone. Elle pensait qu'il ne pouvait pas bien l'entendre. Elle parlait bas, mais pas assez bas. Édouard reconnut la voix de l'autre côté de la ligne. C'était Richard. Son associé. Son supposé meilleur ami. Victoria riait, un son qu'Édouard n'avait jamais entendu auparavant. Elle dit que tout se passait comme prévu. Encore quelques semaines et ils auraient tout. 10 millions de dollars de l'assurance vie, plus le contrôle total de l'entreprise. Elle mentionna qu'elle devait faire preuve de patience, qu'elle ne pouvait pas paraître trop pressée. Édouard voulut crier, se lever, les confronter immédiatement. Mais il resta immobile. Chaque mot était un coup de poignard. Victoria et Richard. Ensemble. Planifiant sa mort. Volant son argent. Détruisant tout ce qu'il avait construit. Et pire, ses enfants étaient sous le même toit que cette femme. La colère fut remplacée par une peur glaciale. Jake et Emma étaient-ils en danger? Pendant les jours suivants, Édouard observa tout en silence. Victoria visitait à peine la chambre. Quand elle le faisait, c'était seulement pour maintenir les apparences devant l'équipe médicale qui venait quotidiennement. Elle soupirait dramatiquement, touchait légèrement son épaule, puis sortait rapidement. Mais il y avait une personne différente. Une personne dont la présence apportait une lumière inattendue dans ces jours sombres. Clara était la femme de ménage de la maison. Elle y travaillait depuis 3 ans, toujours discrète, toujours gentille. Elle entrait silencieusement dans la chambre d'Édouard, nettoyait avec soin, arrangeait les draps, et lui parlait doucement même en croyant qu'il ne comprenait pas. Elle disait que tout irait bien, qu'il était fort et qu'il se rétablirait. Elle apportait des fleurs fraîches, ouvrait les rideaux pour laisser entrer le soleil. Et quand Jake et Emma apparaissaient en pleurant parce qu'ils avaient manqué leur père, c'était Clara qui les consolait, les embrassait, séchait leurs larmes. Édouard voyait tout cela et ressentait une étrange émotion grandir en lui. Gratitude, admiration, et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait encore nommer. Clara arrivait toujours à 7 heures du matin. Édouard commença à attendre ce moment comme s'il était la seule chose qui donnait un sens à ses journées. Elle entrait avec un plateau de café, sachant qu'il ne pouvait prétendument pas manger seul. Elle posait la tasse sur la table à côté, juste pour que l'arôme remplisse la chambre. Elle disait que les bonnes odeurs aidaient à la récupération. Elle parlait en nettoyant, racontant des histoires simples sur la journée, sur les enfants, sur de petites choses qui se passaient dans le quartier. Édouard écoutait chaque mot. Sa voix était douce, réconfortante, si différente du ton calculé de Victoria. Un matin, Clara amena Jake et Emma dans la chambre avant qu'ils n'aillent à l'école. Les deux entrèrent timidement, effrayés par l'état de leur père. Jake tenait fermement son sac à dos, essayant de ne pas pleurer. Emma serra son ours en peluche contre sa poitrine.
Clara s'agenouilla à côté d'eux et leur dit qu'il pouvait parler à papa, qu'il écoutait tout même sans répondre. Jake s'approcha du lit, prit la main froide d'Edouard et murmura qu'il avait marqué 3 points au match de basket hier. Que l'équipe avait gagné. Qu'il aurait tellement aimé que son père soit là pour voir ça. Emma posa un dessin sur la couverture. C'était toute la famille réunie, se tenant par la main, souriante. Édouard sentit les larmes brûler ses yeux, mais il ne pouvait pas les laisser tomber. Il ne pouvait pas bouger. Clara remarqua quelque chose de différent dans son expression, une tension presque imperceptible, mais ne dit rien. Victoria interagissait rarement avec les enfants. Quand Jake demandait des nouvelles de son père, elle répondait avec impatience qu'il était malade et qu'il devait rester calme. Elle envoyait les 2 enfants dans leur chambre, fermait la porte à clé et passait des heures au téléphone. Édouard entendait des fragments de conversation à travers les murs. Elle discutait de sommes d'argent, de délais, de documents. Richard apparaissait désormais régulièrement à la maison, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il entrait comme s'il était le propriétaire, saluait Victoria avec un long baiser dans le couloir, et il riait de blagues qu'Édouard n'arrivait pas à entendre complètement. Leur audace était révoltante. Il tramait sa mort dans sa propre maison, à côté de ses enfants, foulant le sol qu'il avait payé. Un après-midi, Édouard entendit une conversation qui révéla plus de détails sur le plan. Victoria et Richard étaient dans le salon, juste en dessous de la chambre. Les voix montaient à travers le plancher en bois. Richard disait que l'assurance traitait déjà les papiers. Victoria demanda combien de temps il restait. Il répondit qu'au maximum 6 semaines. Elle voulut savoir s'il serait nécessaire de faire autre chose. Richard fit une longue pause avant de répondre. Il dit que si la récupération d'Édouard était trop lente, cela pourrait paraître suspect. Mais si quelque chose arrivait naturellement, comme une infection hospitalière ou une complication respiratoire, personne ne poserait de questions. Édouard sentit son sang se glacer. Il prévoyait d'accélérer sa mort, de la faire passer pour une conséquence de l'accident. Victoria rit. Un son aigu, cruel. Elle dit qu'elle avait épousé Édouard exactement pour cela. Il était prévisible, sentimental, facile à manipuler. Il avait assez d'argent pour que ça en vaille la peine, mais pas assez intelligent pour se rendre compte qu'il était utilisé. Richard acquiesça, ajoutant qu'il avait toujours trouvé Édouard trop naïf pour les affaires, qu'il n'aurait jamais dû enquêter sur les finances de l'entreprise, que signer cette généreuse assurance-vie avait été l'erreur finale. Victoria mentionna les enfants. Elle demanda ce qu'il ferait de Jake et Emma ensuite. Richard répondit qu'il pourrait envoyer les enfants chez un parent éloigné, un oncle ou une grand-mère. Victoria acquiesça, disant qu'elle n'avait pas la patience d'être une vraie mère. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène. Édouard eut envie de vomir, de crier, de descendre les escaliers et de les détruire tous les 2 de ses propres mains. Mais il respira profondément, contrôla sa fureur et resta immobile. Il avait besoin de preuves concrètes. Il devait protéger ses enfants. Il devait s'assurer que Victoria et Richard paieraient pour tout. Le docteur Hamilton venait 3 fois par semaine, maintenant toujours la supercherie. Édouard clignait 2 fois des yeux pour communiquer quelque chose d'urgent. Le médecin comprit rapidement le code. Lors d'une de ses visites, Édouard raconta tout à travers des chuchotements presque imperceptibles lorsqu'ils étaient seuls. Le docteur Hamilton pâlit, mais promit d'aider. Il dit qu'il contacterait un avocat de confiance qui commencerait à rassembler des preuves légales. Pendant ce temps, Édouard observait de plus en plus Clara. Elle n'était pas seulement gentille avec lui et les enfants. Elle était véritablement bonne. Elle travaillait du matin au soir, nettoyait chaque pièce avec dévouement, cuisinait des repas nutritifs pour Jake et Emma lorsque Victoria oubliait, ce qui arrivait fréquemment. Une fois, Édouard la vit agenouillée sur le sol de la chambre d'Emma, aidant la petite à assembler un puzzle. Elle riait avec elle, célébrait chaque pièce placée, embrassait Emma avec une tendresse que Victoria n'avait jamais montrée. Jake s'attacha aussi à elle. Il lui parlait de l'école, des amis, de ses peurs. Clara écoutait tout avec une attention sincère. Mais Édouard commença à remarquer quelque chose de troublant. Clara semblait trop fatiguée. Elle avait de profondes cernes, les mains tremblaient légèrement lorsqu'elle portait des objets lourds, et parfois elle respirait difficilement après avoir monté les escaliers. Il remarqua qu'elle apportait des repas simples pour le déjeuner, toujours la même nourriture basique. Riz, haricots, un morceau de poulet. Elle ne mangeait jamais à la maison, même quand il restait de la nourriture de la famille. Elle portait les mêmes vêtements à répétition, toujours propres et bien entretenus, mais visiblement anciens. Il y avait une tristesse cachée en elle, quelque chose qui dépassait la fatigue physique. Un après-midi, Clara reçut un appel sur son portable en pliant des vêtements dans la chambre voisine. Édouard pouvait entendre à travers la porte entr'ouverte. Elle parlait doucement, la voix étranglée.
Elle disait qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait, qu'elle travaillait à 2 emplois, qu'elle n'avait plus rien à vendre. La personne à l'autre bout disait quelque chose qu'Édouard n'arrivait pas à distinguer. Clara commença à pleurer, un sanglot retenu, étouffé. Elle dit que sa fille était tout pour elle, qu'elle ne pouvait pas la perdre, qu'il existait un traitement, mais qu'il coûtait une fortune. 280 000 $. Une somme absolument impossible pour quelqu'un comme elle. Elle mentionna un nom, Mia, sa fille de 7 ans. L'appel se termina et Clara resta là, tenant les vêtements pliés contre sa poitrine, pleurant en silence. Édouard sentit quelque chose se briser en lui. Cette femme qui prenait soin de lui, qui aimait ses enfants comme s'ils étaient les siens, qui apportait de la lumière dans cette maison sombre, vivait un cauchemar. Sa fille était en train de mourir. Et elle n'avait aucun moyen de la sauver. Il eut envie de sauter du lit immédiatement, de tout révéler, d'offrir de l'aide. Mais il savait que ce n'était pas encore le moment. Victoria et Richard n'avaient pas encore été complètement démasqués. S'il révélait maintenant qu'il était conscient, il pourrait détruire les preuves, s'enfuir ou pire, faire du mal aux enfants. Dans les jours suivants, Édouard observa Clara s'effondrer lentement. Elle continuait à travailler, continuait à sourire à Jake et Emma, mais le poids était visible. Elle arrivait plus tôt, partait plus tard, probablement pour travailler au second emploi qu'elle avait mentionné. Un matin, elle apporta une boîte en carton à la cuisine. Édouard la vit à travers la porte de la chambre. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des objets personnels, des livres, une vieille montre, quelques bijoux simples. Elle vendait tout ce qu'elle possédait. Elle téléphona à quelqu'un pour proposer les objets à n'importe quel prix. La personne devait l'avoir offert des sommes ridicules car Clara accepta sans négocier. Elle avait besoin de chaque centime. Victoria passa devant Clara dans la cuisine et ne lui jeta même pas un regard. Elle traitait la femme de ménage comme si elle était invisible, juste un autre objet dans la maison. Quand Clara demanda si elle pouvait partir plus tôt ce jour-là parce qu'elle devait emmener sa fille à l'hôpital, Victoria leva les yeux au ciel et dit qu'elle devrait déduire cela de son salaire. Clara remercia quand même, avec une humilité qui brisa le cœur d'Édouard. Il la vit partir en hâte, prenant 3 bus pour arriver à l'hôpital public où Mia était hospitalisée. Cette nuit-là, Édouard ne parvint pas à dormir. Il resta là, immobile, regardant le plafond, pensant à tout. Pensant à la cruauté dont Victoria était capable. Pensant à la trahison de Richard après des années d'amitié. Pensant à Clara, qui avait si peu, mais donnait tant. Pensant à Mia, une fillette de 7 ans qu'il n'avait jamais vue, mais qui occupait déjà ses pensées. Une enfant innocente mourant parce que le monde était trop injuste. Parce que sa mère travaillait jusqu'à l'épuisement et ne parvenait toujours pas à rassembler assez d'argent. Pendant que Victoria planifiait de voler des millions dont elle n'avait pas besoin. La décision se forma lentement dans l'esprit d'Édouard. Il ne démasquerait pas seulement Victoria et Richard. Il sauverait Mia. Il paierait tout le traitement, tous les frais nécessaires. Mais il devait d'abord agir avec intelligence. Il devait être encore un peu patient. Le docteur Hamilton rassemblait déjà des preuves. Il avait déjà engagé des détectives privés qui suivaient Victoria et Richard discrètement, photographiant les rencontres, enregistrant les conversations. Tout était documenté méticuleusement. Édouard savait que lorsqu'il révélerait enfin qu'il était conscient, il aurait suffisamment de munitions pour les détruire complètement. Pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais nuire à quiconque. Mais en attendant, chaque jour semblait une éternité. Voir Clara souffrir, voir ses enfants confus, voir Victoria et Richard circuler librement dans la maison comme des prédateurs satisfaits. La colère grandissait. La détermination aussi. Edward Morrison n'était plus l'homme naïf que Victoria décrivait. Il avait ouvert les yeux. Et quand le moment viendrait, la justice serait implacable. Le docteur Hamilton entra dans la chambre un après-midi pluvieux de jeudi. Il portait un classeur marron sous le bras et son visage exprimait l'urgence. Il fit semblant de vérifier les signes vitaux d'Édouard pendant que Victoria était dans le salon au téléphone. Lorsqu'il s'assura qu'ils étaient seuls, le médecin se pencha près de l'oreille d'Édouard et murmura qu'ils avaient tout obtenu. Des photos de Victoria et Richard entrant ensemble dans des hôtels. Des enregistrements de conversations sur le détournement d'argent. Des documents bancaires montrant des transferts frauduleux. Et surtout, l'expertise complète de la voiture, confirmant que les freins avaient été délibérément sabotés. Il y avait des marques d'outils, des coupures précises sur les câbles hydrauliques. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Édouard cligna 2 fois des yeux, le signal convenu. Le docteur Hamilton comprit. Il plaça le classeur dans le tiroir de la commode, caché sous des serviettes propres. Il déclara à voix haute, au cas où quelqu'un écouterait, que le patient restait stable mais sans amélioration significative. Qu'il serait nécessaire de maintenir les soins intensifs pendant encore quelques semaines.
Victoria apparut à la porte, appuyée contre le chambranle, les bras croisés. Elle demanda s'il y avait une prévision de rétablissement complet. Le médecin répondit qu'il était difficile de prévoir, que des cas comme celui-ci pouvaient évoluer vers une récupération totale ou entraîner une faiblesse permanente. Elle mordit sa lèvre, visiblement insatisfaite de la réponse vague. Elle voulait des certitudes. Elle voulait des délais. Elle avait besoin de savoir quand exécuter la prochaine étape du plan. Après le départ du médecin, Victoria resta debout à côté du lit, regardant Édouard avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de l'impatience, peut-être un soupçon de culpabilité, mais surtout de la froideur. Elle vérifia son téléphone, tapa rapidement quelque chose, et sortit de la chambre sans dire un mot. Édouard entendit la porte d'entrée se refermer quelques minutes plus tard. Elle était ressortie. Probablement pour retrouver Richard. Dès que le silence domina la maison, Édouard se permit de respirer plus profondément. Il bougea lentement ses doigts, testant sa force musculaire. Des semaines d'immobilité avaient affaibli son corps, mais il savait qu'il devait être physiquement prêt lorsque le moment d'agir viendrait. Clara entra pour chercher le linge sale. Elle portait un grand panier en osier, le visage marqué par une fatigue extrême. Édouard remarqua qu'elle avait perdu du poids. Les vêtements semblaient plus grands, les yeux plus enfoncés. Elle se déplaçait lentement, comme si chaque pas demandait un effort monumental. Pendant qu'elle ramassait les serviettes, Clara commença à parler seule, ce qu'elle faisait parfois. Elle disait qu'elle devait être forte, que Mia dépendait d'elle, qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle mentionna que les médecins lui avaient donné 3 mois. 3 mois avant que le cancer n'évolue de façon irréversible. Le traitement expérimental était la seule chance, mais l'hôpital exigeait un paiement anticipé. Pas de paiement échelonné, pas de promesse. 280 000 $ en espèces, ou rien. Édouard prit une décision. Il ne pouvait plus attendre. Clara s'effondrait, et Mia mourait. Il devait agir maintenant, même si cela signifiait révéler une partie de sa conscience avant le moment prévu. Il attendit que Clara finisse de ranger la chambre et commence à sortir. Puis, rassemblant toutes ses forces, il murmura son nom. C'était un son rauque, faible, presque inaudible. Clara s'arrêta à la porte. Elle se retourna lentement, incertaine si elle avait entendu quelque chose ou si ce n'était que son imagination. Édouard répéta, un peu plus fort. « Clara !» Elle laissa tomber le panier par terre, les yeux écarquillés. Elle s'approcha du lit, le cœur battant. Édouard ouvrit complètement les yeux pour la première fois depuis des semaines et la regarda directement. La femme se couvrit la bouche avec les mains, des larmes jaillissant instantanément. Elle voulut crier, appeler quelqu'un, mais Édouard leva un doigt faible pour demander le silence. Il dit, avec difficulté, qu'elle ne pouvait le dire à personne. Absolument à personne. Sa vie en dépendait. La vie de ses enfants en dépendait. Clara hocha rapidement la tête, encore sous le choc. Elle s'agenouilla à côté du lit, tenant la main d'Édouard avec précaution. Il expliqua rapidement qu'il faisait semblant d'être inconscient pour démasquer des personnes dangereuses. Qu'il ne pouvait pas donner de détails maintenant, mais qu'elle devait lui faire confiance. Clara pleura plus fort, soulagée et effrayée à la fois. Elle dit qu'elle savait qu'il reviendrait, qu'elle n'avait jamais perdu espoir. Édouard serra sa main et posa la question qui allait tout changer. Il demanda pour Mia. Clara se figea. Comment savait-il pour Mia? Édouard expliqua qu'il entendait tout, même quand il semblait inconscient. Qu'il savait pour la maladie, pour le traitement, pour son désespoir. Clara s'effondra complètement, sanglotant, disant qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait mais que ce n'était pas suffisant. Qu'elle avait déjà tout vendu, qu'elle travaillait 20 heures par jour, qu'elle avait supplié des prêts dans toutes les banques et avait été refusée. Que dans 2 mois et demi, sa fille mourrait et qu'elle ne pourrait pas la sauver. La douleur dans cette voix était insupportable. Édouard ne dit que 3 mots. « Je vais payer ». Clara s'arrêta brusquement de pleurer, le regardant comme si elle n'avait pas compris. Édouard répéta, plus fermement. Il paierait tout le traitement, tout le montant nécessaire. Aujourd'hui même. Clara commença à trembler, secouant la tête, disant qu'elle ne pouvait pas accepter, que c'était trop d'argent, qu'elle n'avait aucun moyen de rembourser. Édouard lui prit le visage avec ses 2 mains, faible mais déterminé. Il dit que ce n'était pas un prêt. C'était un cadeau. Qu'elle avait pris soin de lui et de ses enfants quand personne d'autre ne s'en préoccupait. Qu'elle méritait cette aide plus que quiconque au monde. Qu'il n'accepterait aucun refus. Clara pleura d'une manière différente maintenant. Ce n'était plus du désespoir. C'était un soulagement profond, une gratitude écrasante, et aussi la peur de rêver. Édouard lui demanda de prendre le téléphone dans le tiroir à côté. Elle composa le numéro de son avocat personnel, quelqu'un en qui il avait une confiance aveugle.
Elle expliqua rapidement la situation. Elle ordonna que 300 000 $ soient transférés immédiatement sur le compte de Clara. 50 000 de plus pour couvrir les coûts supplémentaires, le transport, l'alimentation, tout ce dont Mia pourrait avoir besoin. L'avocat, surpris mais professionnel, demanda si c'était vraiment lui. Édouard confirma en utilisant un mot de passe connu seulement de deux. Le transfert serait effectué en 2 heures. Clara ne pouvait pas parler. Elle serra Édouard dans ses bras, faisant attention à ne pas lui faire mal, mais incapable de retenir son émotion. Elle remercia encore et encore, entre les sanglots, disant qu'il avait sauvé la vie de sa fille. Qu'elle n'oublierait jamais cela. Qu'elle utiliserait chaque centime judicieusement. Édouard ne demanda qu'une seule chose en retour. Qu'elle continue d'être exactement celle qu'elle était. Gentille, honnête, présente. Qu'elle continue de s'occuper de Jake et Emma comme elle l'avait fait. Que cela, pour lui, valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Dans les heures qui suivirent, Clara s'occupa de tout. Elle confirma la réception du transfert, qui arriva exactement dans les délais promis. Elle appela l'hôpital, garantissant la place de Mia dans le programme expérimental, et fixa le début du traitement pour le lundi suivant. Les médecins furent surpris par ce paiement soudain, mais l'acceptèrent rapidement. Clara appela la grand-mère de Mia, qui s'occupait de la fillette pendant qu'elle travaillait, et lui donna la nouvelle. La femme cria de bonheur à l'autre bout du fil. Mia vivrait. Elle aurait une vraie chance de vaincre le cancer. Lorsqu'elle retourna dans la chambre d'Édouard, Clara avait changé. Le poids qu'elle portait sur ses épaules avait disparu. Elle était encore fatiguée, encore avec des cernes, mais il y avait à nouveau de la lumière dans ses yeux. De l'espoir. Elle remercia une fois de plus, disant qu'elle consacrerait le reste de sa vie à rendre cette bonté. Édouard sourit, un sourire faible mais sincère, et dit qu'elle rendait déjà tout chaque jour, simplement en étant elle-même. Mais la conversation fut interrompue. Ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Victoria était revenue. Clara reprit rapidement sa posture, prit le panier de linge, et sortit de la chambre comme si de rien n'était. Édouard retourna à sa position immobile, yeux mi-clos, respiration lente. Victoria traversa le couloir, vérifia rapidement qu'il était dans le même état qu'avant, et se rendit dans sa chambre. Édouard entendit quand elle verrouilla la porte et commença un autre appel à Richard. Cette fois, la conversation était différente. Elle dit qu'elle en avait assez d'attendre. Qu'il devait accélérer le processus. Richard acquiesça, mentionnant qu'il avait déjà un contact qui pourrait aider. Quelqu'un de discret, professionnel. Victoria demanda combien cela coûterait. Richard répondit que 50 000 résoudrait tout. Édouard comprit immédiatement. Ils allaient engager quelqu'un pour le tuer. Il ne voulait plus attendre une mort naturelle ou accidentelle. Il voulait garantir le résultat. Son sang se glaça, mais cette fois ce n'était pas seulement de la peur. C'était de la pure colère. Il pensait vraiment qu'il réussirait. Qu'il était sans défense, vulnérable, incapable de réagir. Mais il se trompait terriblement. Édouard avait des preuves. Des témoins. Des ressources. Et maintenant, après avoir sauvé Mia, il avait quelque chose de plus. Il avait Clara à ses côtés, quelqu'un qui connaissait la vérité et qui serait essentiel dans les jours à venir. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Édouard se leva du lit pour la première fois depuis des semaines. Ses jambes tremblaient, son corps faisait mal, mais il réussit à se tenir debout. Il marcha lentement jusqu'à la fenêtre, s'appuyant sur les meubles. Il regarda le jardin illuminé par la lune et respira profondément. Le jeu était sur le point de se terminer. Victoria et Richard avaient scellé leur propre destin. Et lorsque le moment serait venu, Édouard s'assurerait que la justice soit complète, définitive et dévastatrice. Le moment arriva un samedi matin. Édouard avait choisi le jour méticuleusement. Jake et Emma étaient chez leur tante paternelle, loin de tout ce qui était sur le point de se passer. Le docteur Hamilton avait réuni avocats, enquêteurs, et même un contact direct avec la police. Tout était documenté, tout vérifié, tout prêt à être présenté. Victoria était dans le salon, parlant joyeusement au téléphone avec Richard. Ils avaient fixé un rendez-vous pour cet après-midi-là, soi-disant pour célébrer. L'homme qu'ils avaient engagé avait garanti que le service serait exécuté cette nuit-là. Une injection létale déguisée en médicament. Rapide, silencieuse, indétectable si personne ne cherchait spécifiquement. Victoria riait, soulagée, disant qu'ils pourraient enfin continuer leur vie. Édouard attendit qu'elle raccroche. Attendant qu'elle s'installe confortablement sur le canapé, détendue, confiante. Puis, lentement, il apparut à la porte du salon. Debout. Ferme. Complètement conscient. Victoria le regarda et le verre de vin glissa de sa main, se brisant au sol.
Le liquide rouge se répandit sur le tapis comme du sang. Elle devint pâle, bouche ouverte, incapable de former des mots. Édouard marcha vers elle, chaque pas délibéré, et s'assit dans le fauteuil en face. Il croisa les jambes, se pencha légèrement en avant et sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire de quelqu'un qui avait tenu toutes les cartes pendant tout le jeu et était enfin prêt à montrer sa main gagnante. Victoria essaya de se ressaisir. Elle bafouilla quelque chose sur le fait qu'il était réveillé, qu'elle était heureuse de sa récupération, mais Édouard leva la main pour demander le silence. Il dit, d'une voix calme et contrôlée, qu'il savait tout. Absolument tout. Victoria tenta de rire, nerveuse, faisant semblant de ne pas comprendre. Édouard continua. Il dit qu'il avait entendu chaque conversation, chaque plan, chaque mensonge. Qu'il savait pour sa liaison avec Richard, pour le détournement d'argent, pour la sabotage de la voiture, pour l'assurance vie, et surtout pour le tueur engagé pour cette nuit. Elle pâlit encore plus, reculant sur le canapé. Elle commença à nier frénétiquement, disant qu'il était confus, que l'accident avait affecté son esprit. Édouard prit le téléphone dans sa poche et joua un audio. C'était la voix de Victoria et Richard, claire, discutant des détails de l'assassinat planifié. Elle mentionnait le montant, la méthode, l'heure exacte. Richard riait, disant qu'après cela, il serait libre de profiter de la fortune sans souci. Victoria entendit sa propre voix et toute couleur disparut de son visage. Elle tenta de saisir le téléphone, mais Édouard le retira rapidement. Il dit que ce n'était qu'un des dizaines d'enregistrements qu'il possédait. Qu'il y avait aussi des photos, des documents bancaires, des expertises techniques, des témoins. Tout était organisé, prêt à être remis aux autorités. Victoria changea de stratégie. Elle commença à pleurer, implorant pardon. Elle dit que Richard l'avait manipulée, qu'elle était amoureuse et confuse, qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de lui faire du mal. Édouard se contenta de la regarder avec mépris. Il demanda si ses enfants faisaient aussi partie de la manipulation. Si le fait de planifier d'envoyer Jake et Emma loin après sa mort n'était que confusion. Victoria se tut, réalisant qu'il n'y avait pas de sortie. Édouard se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, et vit 2 voitures noires se garer devant la maison. Des policiers sortirent des 2 véhicules, accompagnés du docteur Hamilton et d'un homme en costume qu'Édouard reconnut comme son avocat principal. Victoria tenta de fuir. Édouard bloqua le passage. Elle cria, poussa, mais il la maintint fermement. La porte d'entrée fut ouverte et les policiers entrèrent rapidement, s'identifiant. L'un d'eux présenta un mandat d'arrêt. Victoria fut menottée sur place, en criant, pleurant, disant que c'était un malentendu. Les policiers l'emmenèrent dehors tandis qu'elle hurlait le nom d'Édouard, menaçant de le poursuivre, de le détruire. Il regarda en silence, sans émotion sur le visage. La femme qui avait presque réussi à le tuer était placée dans le véhicule, les mains liées, la vie détruite. Exactement comme elle le méritait. Mais la justice n'était pas complète. Les policiers avaient des instructions spécifiques. Pendant que Victoria était arrêtée, une autre équipe se rendit directement au bureau de Richard. Édouard avait fourni l'adresse exacte, l'heure à laquelle il serait là, tout. Richard fut pris complètement au dépourvu, en train de revoir des documents frauduleux lorsque les agents entrèrent. Il tenta de détruire des papiers, d'effacer des fichiers sur l'ordinateur, mais les enquêteurs avaient déjà des copies de tout. Ils avaient piraté ces systèmes des jours plus tôt, avec autorisation judiciaire, et téléchargé chaque transaction, chaque email, chaque preuve de détournement d'argent. Richard fut arrêté pour fraude commerciale, sabotage, tentative d'homicide et complot pour meurtre. Édouard reçut la confirmation par téléphone. Les 2 étaient en garde à vue. Les accusations étaient solides, inébranlables. Le procureur ayant pris en charge l'affaire appela personnellement pour remercier de la collaboration et garantir qu'il ferait tout son possible pour assurer une condamnation maximale. Édouard remercia et raccrocha. Il s'assit de nouveau dans le fauteuil du salon, seul maintenant, et se permit de ressentir tout. La colère, la tristesse, la trahison, et enfin le soulagement. Il avait survécu. Il avait protégé ses enfants. Il avait exposé les monstres. Il avait gagné. Clara entra dans le salon, hésitante. Elle avait tout observé de loin, cachée dans la cuisine comme Édouard l'avait instruit. Elle s'approcha doucement, encore sous le choc de l'intensité des derniers instants. Édouard la regarda et sourit, cette fois sincèrement. Il dit que c'était fini. Que Victoria et Richard ne pourraient plus jamais les blesser. Clara s'assit à côté de lui, et pour la première fois depuis des semaines, ils respirèrent tous les 2 avec soulagement. Elle mentionna Mia, disant que le traitement progressait bien, que les médecins étaient optimistes. Édouard ressentit une vague de bonheur pur. Au moins quelque chose de bon était sorti de ce cauchemar. Dans les jours qui suivirent,
l'histoire éclata dans les médias. Homme d'affaires fait semblant d'être inconscient pour démasquer sa femme et son associé qui planifiaient son assassinat. Les journaux couvraient chaque détail, interviewaient des spécialistes, débattaient de l'audace du plan d'Édouard. Victoria et Richard tentèrent de négocier des accords, mais les preuves étaient accablantes. Les deux furent formellement accusés et maintenus sans droit à la liberté sous caution en raison de la gravité des crimes. Le procès serait public, largement médiatisé, et Édouard s'assurerait que chaque détail sordide soit exposé. Pendant ce temps, Édouard se concentra sur la reconstruction de sa vie. Il alla chercher Jake et Emma chez leur tante et leur expliqua tout de manière adaptée à leur âge. Il dit que Victoria n'était pas celle qu'il pensait, qu'elle avait blessé leur papa, et qu'elle ne reviendrait plus. Les enfants étaient confus, effrayés, mais aussi soulagés. Jake admit qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée. Emma dit qu'elle avait toujours senti que Victoria était fausse. Édouard serra les deux dans ses bras, promettant qu'à partir de maintenant, ils seraient juste trois. Et Clara, bien sûr. Parce que Clara était devenue une partie essentielle de la famille. La femme continua à travailler dans la maison, mais désormais avec une dynamique complètement différente. Elle n'était plus seulement la femme de ménage. Elle était celle qui avait sauvé la santé mentale d'Édouard pendant les jours les plus sombres. Celle qui avait aimé ses enfants quand ils en avaient le plus besoin. Celle qui avait lutté contre l'impossible pour sauver sa propre fille. Édouard commença à la voir sous un nouveau jour. Ce n'était pas de la pitié ou une gratitude superficielle. C'était une admiration profonde. Un respect véritable. Et quelque chose de plus qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Une nuit, après que les enfants furent endormis, Édouard et Clara parlèrent dans le jardin. Elle raconta pour Mia comment la fillette répondait bien au traitement, comment ses cheveux commençaient à repousser, comment son sourire était revenu. Édouard écouta chaque mot attentivement, souriant avec elle. Il dit qu'il voulait rencontrer Mia en personne. Clara fut surprise, émue, et accepta immédiatement. Ils fixèrent le rendez-vous pour le dimanche suivant. Édouard emmènerait Jake et Emma avec lui. Les trois enfants pourraient jouer ensemble, et peut-être commencer à créer des liens qui dureraient pour toujours. Le procès de Victoria et Richard eut lieu 3 mois plus tard. Édouard témoigna, présentant chaque preuve, chaque enregistrement, chaque document. Le jury ne mit que 2 heures à délibérer. Coupable sur toutes les accusations. Victoria fut condamnée à 25 ans de prison. Richard reçut 30 ans en raison de son historique de fraude découvert pendant l'enquête. Tous deux furent emmenés menottés, sans regarder en arrière. Édouard assista à tout depuis le banc des témoins, ressentant une clôture qu'il n'avait jamais imaginée possible. La justice avait été rendue. Complètement. Définitivement. Et maintenant, enfin, il pouvait aller de l'avant. 6 mois après le procès, la vie d'Édouard avait complètement changé. Le manoir à Bellevue, qui auparavant semblait froid et vide, était maintenant rempli de vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. Des dessins colorés couvraient le réfrigérateur. Des jouets éparpillés dans le salon indiquaient que des enfants y vivaient réellement. Édouard avait vendu l'entreprise, décidant que recommencer était plus important que de conserver quelque chose entaché par les trahisons de Richard. Avec l'argent, il créa une fondation caritative visant à aider les familles à faible revenu confrontées à des maladies graves. Le premier projet fut un fonds pour les traitements du cancer infantile. Des dizaines d'enfants comme Mia reçurent de l'aide, et le nombre augmentait chaque mois. Clara continuait de travailler dans la maison, mais désormais avec un salaire décent et des avantages complets. Édouard insista. Il dit qu'elle méritait d'être traitée avec le respect qu'elle aurait toujours dû recevoir. Mais quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement une relation employeur-employé. C'était une amitié profonde. Une confiance absolue. Et ces derniers mois, c'était devenu quelque chose de plus. Édouard remarquait comment son cœur s'accélérait lorsque Clara entrait dans la pièce. Comment il cherchait des raisons de parler avec elle. Comment les jours semblaient meilleurs simplement parce qu'elle était là. Clara ressentait la même chose, mais gardait une distance respectueuse. Après tout, elle se voyait encore comme quelqu'un qui travaillait pour lui, quelqu'un d'une classe sociale complètement différente. Mia avait vaincu le cancer. Les médecins déclarèrent une rémission complète après le 6e mois de traitement. La fillette de 7 ans, qui auparavant était pas les faibles, courait maintenant dans le jardin avec Jake et Emma comme si elle n'avait jamais été malade. Les trois devenaient inséparables. Mia appelait Édouard oncle Eddie, et il adorait. Jake protégeait Mia comme si c'était sa petite sœur. Emma avait enfin une amie de son âge pour jouer aux poupées et peindre. La connexion entre les enfants était magique, pure, exactement ce dont tous avaient besoin après tant de souffrance. Un après-midi de dimanche, tandis que les enfants jouaient dans le jardin, Édouard trouva Clara assise seule sur le banc en bois près des rosiers. Elle regardait Mia avec des larmes aux yeux,
mais c'étaient des larmes de bonheur. Édouard s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant simplement les enfants rire. Clara parla enfin, disant qu'elle n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait être ainsi. Que quelques mois auparavant, elle vendait tout ce qu'elle possédait, désespérée, certaine de perdre sa fille. Et maintenant, Mia était guérie, en bonne santé, heureuse. Tout grâce à lui. Édouard secoua la tête. Il dit que ce n'était pas seulement lui. Que Clara se battait chaque jour, travaillait sans relâche, n'abandonnait jamais même quand tout semblait impossible. Qu'elle l'avait aussi sauvé, d'une manière qu'elle n'imaginait même pas. Dans les jours les plus sombres, lorsqu'il était allongé dans ce lit, feignant l'inconscience, écoutant des plans d'assassinat, sa présence fut le seul réconfort. Sa gentillesse envers Jake et Emma montrait que la bonté existait encore dans le monde. Qu'il valait encore la peine de se battre. Clara le regarda, surprise. Édouard continua, disant qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Qu'elle avait affronté la pauvreté, la maladie, le désespoir, et avait malgré tout conservé sa dignité, sa compassion, son amour. Un moment de silence pesant s'installa. Clara sentait que quelque chose était sur le point de changer, mais elle craignait de mal interpréter. Édouard inspira profondément et dit quelque chose qu'il gardait depuis des semaines. Il dit qu'il était tombé amoureux d'elle. Qu'il avait essayé d'ignorer, tenté de se convaincre que ce n'était que de la gratitude, mais ce n'était pas le cas. C'était un véritable amour. Un amour construit sur le respect, l'admiration, la confiance. Un amour qui avait grandi silencieusement alors qu'ils traversaient des tempêtes ensemble. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ressente la même chose, ne voulait pas la presser, mais devait être honnête. Clara commença à pleurer, couvrant son visage de ses mains. Édouard paniqua, pensant avoir tout gâché. Mais elle secoua la tête, riant à travers ses larmes, disant qu'elle était aussi tombée amoureuse de lui. Qu'elle s'était battue contre ce sentiment tous les jours parce qu'elle pensait que c'était impossible, inapproprié. Édouard prit ses mains, les éloignant doucement de son visage. Il regarda Clara dans les yeux et dit que rien n'était impossible. Que la classe sociale, l'argent, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était qui ils étaient, comment ils se traitaient, comment ils rendaient l'autre heureux. Il demanda si elle accepterait de construire une vie avec lui. Pas comme employé, mais comme partenaire, comme égal, comme la femme qu'il aimait. Clara acquiesça, encore en larmes, et ils se serrèrent dans les bras là, dans le jardin, tandis que les enfants jouaient sans se rendre compte que quelque chose d'extraordinaire se passait. Les mois suivants furent consacrés aux ajustements et aux découvertes. Clara emménagea officiellement dans le manoir, non plus comme femme de ménage, mais comme compagne d'Édouard. Mia eut sa propre chambre, décorée avec des étoiles et des licornes. Les trois enfants étaient désormais de véritables frères et sœurs, partageant leurs jouets, se disputant pour des broutilles et s'aimant inconditionnellement. Édouard et Clara se marièrent lors d'une cérémonie simple et intime, seulement avec les personnes vraiment importantes. Docteur Hamilton fut le parrain. Les enfants furent demoiselles et pages d'honneur. Il n'y eut pas d'ostentation, seulement de l'amour véritable partagé entre des personnes ayant surmonté l'impossible ensemble. Édouard adopta officiellement Mia. La fillette avait désormais 2 noms de famille, celui de sa mère et le sien, et ne pouvait être plus heureuse. Elle appelait Édouard « papa » sans hésitation, et il sentait son cœur exploser d'amour à chaque fois qu'il l'entendait. Jake et Emma adoptèrent également Clara comme mère, ce qui se fit naturellement, sans contrainte. Elle n'a jamais essayé de remplacer leur mère biologique, mais offrit un amour maternel sincère, et les enfants acceptèrent avec joie. La famille avait été reconstruite des cendres, plus forte qu'avant. Clara réalisa un ancien rêve. Elle reprit ses études, s'inscrivant à un cours de pédagogie. Elle avait toujours voulu être enseignante, mais la vie ne le lui avait jamais permis. Maintenant, avec le soutien d'Édouard, avec le temps et les ressources, elle le pouvait enfin. Elle étudiait le soir après que les enfants se soient endormis, et Édouard restait souvent éveillé avec elle, l'aidant pour les devoirs, révisant des textes. Ils construisaient une vie ensemble, non basée sur les apparences ou les conventions sociales, mais sur un véritable partenariat. La fondation caritative d'Édouard croissait de façon exponentielle. Il engagea une équipe dédiée, étendit les programmes et commença à faire une réelle différence dans la vie de centaines de familles. Chaque fois qu'il voyait un enfant malade recevoir un traitement grâce au fonds, Édouard pensait à Mia, à Clara, à la manière dont un geste de bonté peut tout changer. Il établit également des bourses pour les mères célibataires qui souhaitaient étudier mais n'en avaient pas les moyens. Il rendit hommage à Clara sans qu'elle le sache au début, jusqu'à ce qu'elle découvre le nom de la bourse principale, Programme Clara Morrison. 5 ans après ce terrible accident, Édouard se trouvait de nouveau dans le jardin. Jake avait 14 ans et jouait dans l'équipe de basket de l'école.
Emma, 11 ans, dessinait incroyablement bien et rêvait de devenir illustratrice. Mia, 12 ans, était l'élève la plus assidue de sa classe et voulait devenir médecin pour aider d'autres enfants comme elle avait été aidée. Clara avait terminé ses études et enseignait maintenant dans une école publique, aimée de tous les élèves. Le manoir n'était plus seulement une maison. C'était un foyer, plein d'amour, de bruit, de vie. Édouard réfléchissait à tout ce qui s'était passé. La trahison de Victoria et Richard, l'accident, les jours à feindre l'inconscience, le désespoir de Clara, la maladie de Mia. Tout semblait si lointain maintenant, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices restaient, rappel constant que la vie peut changer en une seconde. Il avait appris que le véritable amour ne se trouve pas dans les grandes déclarations ou les gestes extravagants. Il est dans les petits moments. Dans le café préparé avec soin. Dans le câlin après une journée difficile. Dans la présence constante quand on en a le plus besoin. Dans le sacrifice silencieux. Dans la bonté sans attendre de retour. Clara apparut à ses côtés, entrelaçant ses doigts aux siens. Elle demanda à quoi il pensait. Édouard sourit et dit qu'il pensait à quel point la vie est étrange. Comment parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Que l'accident, aussi terrible qu'il ait été, avait apporté Clara et Mia dans sa vie. Et qu'il ne changerait cela pour rien au monde. Clara posa la tête sur son épaule, acquiesçant. Elle dit qu'elle ne changerait rien non plus, car chaque douleur, chaque larme, chaque moment de désespoir les avait menés jusqu'ici. Jusqu'à ce jardin, cet après-midi tranquille, avec 3 enfants heureux et une famille reconstruite à partir de l'amour. L'histoire d'Édouard et Clara devint une inspiration pour beaucoup. Non pas parce que c'était un conte de fées parfait, mais parce que c'était réel. Cela montrait que des personnes mauvaises existent, mais que des personnes bonnes aussi. Que la bonté l'emporte toujours à la fin, même lorsque tout semble perdu. Que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le choix et l'amour. Et surtout, que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans l'argent qu'elle possède, mais dans les actions qu'elle accomplit lorsque personne ne regarde.